Un 2 1 2 1 2. Wesh les amis! Vamos! Me revoilà! Enfin! J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Attendez, je vérifie. Je crois qu'il est l'heure de lancer le live! Tac tac! Oh putain les amis. Oh la vache, que ça me fait plaisir de vous retrouver. Après quoi? Putain, sans déconner, sur YouTube, ça doit faire un mois que vous m'avez pas vu. Non, on va pouvoir commencer tout de suite les amis avec... Bam! Le dernier duel. Dernier film de Ridley Scott. Sorti en date, puisque dans à peu près un mois, ce que je suis en train de dire actuellement sera totalement faux, puisque Ridley Scott va revenir cette année après le dernier duel avec tout simplement le film House of Gucci, si je ne me trompe pas, avec de nouveau dans l'un des rôles principaux, le petit Adam Driver qui joue aussi dans le dernier duel. J'y viens, mais aussi avec Lady Gaga, etc. Sachez-le, c'est dans mes grosses attentes de l'année. Je vous le dis tout de suite, House of Gucci, j'attends ce film avec impatience. Parce que Adam Driver, parce que Ridley Scott, tout simplement. Bref, pour en venir au dernier duel, comme vous le voyez déjà, hein, n'hésitez pas à YouTube à me dire dans les commentaires, je vous propose ça tout de suite, ce que vous pensez de la charte visuelle, ce qu'on pourra améliorer, ce que le petit pouce vous va, sachant que si c'est un film que je n'aime pas, le pouce ira vers le bas, bien évidemment. Donc ce pouce signifie bien que c'est un film que j'aime, les amis, que j'aime d'amour, que j'ai aimé, parce qu'il n'y a pas le même type d'amour pour chaque film, mais en tout cas que j'ai aimé. Le dernier duel réalisé par Ridley Scott avec dans les rôles titres Matt Damon et Adam Driver, et la troisième, je n'ai pas son nom, mais c'est une femme qui joue très très bien, nous raconte l'histoire dans les années, je sais pas, 1300, 1500, quelque chose comme ça. Une rivalité entre deux hommes au début amis qui sont devenus quasiment des frères ennemis et dont toute l'intrigue va tourner autour de la femme du personnage de Matt Damon qui va accuser le personnage d'Adam Driver de l'avoir violée. Et le film découle très très bien puisque le premier tiers du film, c'est l'histoire romancée, enfin expliquée en tout cas du point de vue de Matt Damon, enfin du personnage de Matt Damon. Le second, expliqué du point de vue de Adam Driver, donc avec des petits détails qui vont changer, des discussions, même dans la mise en scène, des petites choses qui vont être différentes pour montrer que il y a des détails qui vont faire la différence. Et à la fin de ce deuxième acte, on va se dire qui nous ment et qui nous dit la vérité, que s'est-il vraiment passé? Et bam, troisième acte, le point de vue de la femme. Donc le point de vue réel de ce qui s'est passé, où on va quand même un petit peu remettre en question tout ce qu'on a vu juste avant. Extrêmement bien mis en scène, extrêmement bien manigancé, extrêmement bien ficelé, et à la fin, le fameux dernier duel. Et le dernier duel, pour moi, c'est plus qu'un film que j'ai aimé, c'est un réel coup de cœur cette année, obligatoirement dans mon top 3 cette année, malheureusement vous le savez. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous réfère à la vidéo sur Dune. Le dernier duel ne pourra pas être top 1 cette année. Excusez-moi, je crois que j'ai tapé le micro. Mais en tout cas, les amis, le dernier duel sera dans mon top 3 cette année, à moins que de grands films, que de grandes choses arrivent en fin d'année. House of Gucci, par exemple. En tout cas, c'est pas Spider-Man No Way Home. Pardon, excusez-moi, j'ai glissé sur la vérité. Mais du coup, le dernier duel est un magnifique film historique, extrêmement bien mis en scène, que ce soit sur les combats, sur les discussions, les dialogues, vraiment il y a une mise en scène incroyable sur le fait tout simplement de refaire des scènes avec le point de vue autre d'un personnage où on va rajouter des petits bouts qui nous manquaient pour nous rajouter, on va dire, un petit détail qui change le fil de la discussion, qui change même la scène en elle-même par un détail d'un événement qui s'est passé juste avant ou qui s'est passé pendant, mais d'une autre manière. Et vraiment, le film est parsemé comme ça au fur et à mesure que l'histoire avance, en fait, de petits détails qui vont venir s'imbriquer, se rajouter pour en fait compléter ce puzzle mélangé, comment dire, ce jeu d'échecs en fait tout simplement auquel Ridley Scott nous force à jouer en fait, auquel on est plus que spectateur de ce film, on est joueur de ce film. On est joueur avec les personnages, on veut savoir ce qui s'est passé. Mention, je ne sais pas si on peut dire honorable ou déshonorable, enfin honorable dans le sens mention positive, mais déshonorable dans le sens où la scène est horrible. Adam Driver m'a mis, mais vraiment les chocottes, il m'a fait trembler, il m'a mis extrêmement mal durant la première scène de viol que l'on voit, enfin la première scène en tout cas de viol entre guillemets selon le point de vue des personnages, mais la première où on voit l'acte en tout cas charnel si je puis dire, il est
glaçant de réalisme. Je suis désolé, mais je n'ai jamais vu Irréversible. Donc je ne pourrais pas comparer avec Irréversible. Mais je n'ai jamais vu de l'histoire des films que j'ai vus de ma vie, je ne sais pas si ça se dit comme phrase, une scène quasiment aussi morbide que cette scène de viol jouée par Adam Driver. Sans déconner, il m'a mis les frissons. On avait vraiment l'impression que le mec, il jouait extrêmement bien le mélange entre le plaisir qu'il avait à faire cet acte, l'incompréhension par rapport au fait que dans la première scène, je parle bien où on voit, enfin dans la première fois où on voit cette scène, l'incompréhension du fait que le personnage considère que c'est consenti, donc du coup, et le plaisir en fait de ce bonhomme, il est d'une perfidie dans cette première scène, vraiment, il m'a glacé le sang. Et aussi Matt Damon, j'en ai parlé il y a encore quelques semaines avec le film avec Camille Cotin qui se passe à Marseille, Stillwater. Il vient pour son deuxième film cette année. Il est encore une fois extrêmement juste. Ce personnage désabusé et complètement froid de Matt Damon est excellent. Petite mention honorable au personnage de Ben Affleck, sans déconner, qu'on voit pas beaucoup et qui va être un petit peu le pivot en fait de toute cette histoire, la charnière de tout ça. C'est lui qui va créer les premiers problèmes, les premières rivalités qui vont arriver à ce procès et à ce duel. Et franchement, Ben Affleck, il joue un connard prétentieux, mais on sent que le mec, il s'est éclaté à faire ce rôle et ça se voit sans déconner. Il le fait extrêmement bien et c'est criant. En fait, c'est vraiment... Ce film est d'un réalisme, vraiment là où Gladiator, en termes de film d'histoire, si on peut comparer avec Ridley Scott, avait ce côté beaucoup plus mystique et onirique. Là, on est sur un réalisme froid et glacial, vraiment à la Ridley Scott, c'est excellent. En tout cas, les amis, moi, vous le voyez, je vous conseille vraiment de voir Le Dernier Duel. C'est un film qui mérite d'être vu au cinéma. Je pense qu'il y a encore, il faudra que je vérifie. Mais vraiment, s'il est encore au cinéma, allez-y. Et s'il n'est plus au cinéma, les amis, allez le voir. Franchement, Le Dernier Duel, c'est un excellent film. Le second film, les amis, Venom, la Darby Carnage. Je rigole parce que j'ai mis ce film dans le fait que j'aimais ce film. Et le problème, c'est que j'ai aimé ce film. Je sais que vous allez me taper dessus. Je sais que vous allez me haïr parce que j'ai aimé Venom, Let There Be Carnage. Pour reprendre l'histoire de Venom, Let There Be Carnage, j'adore faire cet accent pour dire ce titre. On suit tout simplement la suite, quasi directe, franchement, du premier Venom, où là, le personnage de Eddie Brock est poursuivi par la police parce qu'il est par rapport au fait qu'il ait tout le temps été dans les lieux où il y a eu les différents accidents, meurtres, problèmes du premier film. Et en parallèle d'être poursuivi par la police, il a complètement été dégradé au niveau de son métier de journaliste. Il est quasiment devenu un loser qui fait des petites pubs dans des magazines de merde. Et il va se voir proposé par un grand tueur, un grand psychopathe, un petit peu à l'Hannibal Lecter, que joue le personnage de Woody Harrelson. Le personnage de Woody Harrelson, en fait, a tué ses parents étant très jeune, à l'âge de 6 ans si je ne me trompe pas, et a continué à tuer tout au long de sa vie jusqu'à être capturé. Et en fait, il y a plusieurs personnes qu'il a tuées où il a caché les corps et les corps n'ont toujours pas été retrouvés. Et il promet donc au personnage d'Eddie Brock de lui dire où sont cachés les corps et qu'ensuite la police pourra aller les chercher, en échange de simplement mettre une phrase assez anodine dans le journal. Eddie Brock accepte, il met il met le mot dans le journal, mais en allant le rencontrer, il va avoir la chance de visiter la cellule de Carnage. Et du coup, dans cette cellule, il va récolter plein d'indices pour trouver, avant les aveux je vais l'appeler Woody Harrelson, j'ai perdu son nom, de Woody Harrelson, il va réussir à trouver en fait où sont dissimulés les derniers corps tués par le personnage de Woody Harrelson. Et du coup, ça fait que tous les corps retrouvés et Eddie Brock qui arrive à redevenir un top journaliste parce qu'il a fait mieux que la police fait depuis des années et des années, il a trouvé tous les corps à lui tout seul. Et ben en fait le personnage de Carnage, le personnage de Woody Harrelson va se voir sa peine en fait disparaître puisqu'il va devoir être mis à mort, puisqu'il n'a plus d'utilité aux yeux de la nation et de la justice.
Et donc, juste avant d'Ennemi à mort, il demande à Eddie Brock de revenir et durant une engueulade où il lui dit qu'il lui a pris sa vie, etc., il va mordre tout simplement puisqu'il est aussi un petit peu cannibaliste. Hein. Il fait du cannibalisme, il est cannibaliste, ouais, je sais pas trop si ça se dit. Et tout simplement, je vous dis un peu à la Hannibal, hein. Vraiment on est sur un méchant complètement à la Hannibal en termes de meurtre, de manière de faire, de cannibalisme. On est vraiment sur du Hannibal Lecter. Une fois mis sur la chaise électrique, on va lui implanter en fait un poison qui va normalement l'endormir et le tuer. Sûrement de l'euthanasie hein, d'ailleurs. Et en fait, tout simplement, le sang qu'il a avalé d'Eddie Brock et donc de Venom va réagir avec ce poison et il va devenir Carnage. Puis il va en venir un combat titanesque de vengeance entre Venom et Carnage, lié autour d'une histoire d'amour avec le personnage justement de Carnage et d'un semi-mutant super-héros, enfin mutante super-héros plutôt dirons-nous. Et bah j'ai bien aimé. Voilà, après ce long résumé un petit peu fastidieux, je suis vraiment désolé les amis, mais j'ai bien aimé Carnage, enfin Venom Let There Be Carnage. Moi, vous le savez pas, mais le premier film je l'ai bien aimé, tout simplement parce que moi, Venom en fait en termes de design, hein, c'est du design pur, je parle, est le méchant que j'aime le plus de tous les comics. En termes de personnages et de développement, évidemment, je vais vous sortir le Joker, enfin la plupart des méchants de Batman, en fait, tout simplement. Mais en termes de design pur, mon méchant préféré, c'est Venom. J'adore cet alien tueur, vraiment avec sa langue qui va bouffer tout le monde, qui va... Vraiment, j'adore. J'adore ce méchant, j'adore son design, j'adore sa gueule. Typiquement, Spider-Man 3, j'adore le Venom dans Spider-Man 3. Moi, tout ce que je veux, en fait, c'est voir un film, pas prise de tête, pendant 1h30, où je vais voir Venom dégommer tout le monde. Et bah c'est ce que le 1 m'offre un peu. C'est ce que le 2 m'offre beaucoup. Dans Venom 2, le Carnage qui défonce tout le monde et Venom qui paraît franchement ridicule à côté, qui défonce aussi un peu tout le monde. Bah je suis désolé mais moi j'ai adoré. C'est pas un grand film, c'est loin d'être un grand film, c'est même un film vraiment pas ouf, hein, il faut le dire. Hein. Vous avez vu, l'histoire elle est vraiment sortie de nulle part, les personnages sont pas du tout travaillés, la copine ex de Eddie Brock, c'est un calvaire. Je n'apprécie pas la tête de cette actrice. C'est physique. Genre vraiment, je trouve qu'elle a la tête des actrices non talentueuses de séries de merde qu'on voit sur M6 ou les trucs genre Au nom de la vérité et tout sur TF1. Genre vraiment, cette actrice, c'est un calvaire à voir jouer. Je vous jure, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je déteste l'actrice qui joue l'ex de Eddie Brock. Dans le 1 comme dans le 2. Mais bref, en dehors de ça, eh ben, c'est un bon divertissement. Franchement, si vous aimez Venom... Alors oui, ok, c'est peut-être pas le Venom des comics. Je dis pas, moi je parle pas en termes de comics. C'est-à-dire que moi mon but c'est pas d'avoir un gros méchant Venom. C'est juste de voir Venom pendant 1h30 qui est trip du monde. Et bah c'est à peu près ce que je vois. C'est à peu près potable. Et au cinéma, bah, j'ai passé un bon moment. C'était pas mauvais, c'était pas bon, c'était sympa. Petit spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu, vous vous arrêtez maintenant et vous passez directement à la prochaine critique. La scène post-générique de ce Venom Let There Be Carnage. Elle n'a aucun putain de sens, les amis. Elle n'a aucun putain de sens. Pourquoi Venom le reconnaît? Pourquoi Venom reconnaît Tom Holland? Enfin, le Spider-Man de Tom Holland. Pourquoi Venom dit « Je vais te montrer quelque chose » et ils se font téléporter. Donc, en fait, c'est juste que dans la mise en scène, on a l'impression que c'est Venom qui téléporte... qui téléporte ou qui change le visuel de l'esprit de Eddie Brock. Parce que justement, il discute en disant « Tu ne connais pas le millième de ce que j'ai vu sur Terre, dans le monde, etc. » Et il dit « Je vais te montrer. » Sauf que nous, on comprend bien que c'est pas ça du tout. C'est Doctor Strange. Mais bizarrement, les deux trucs se passent exactement au même moment. Non, je suis vraiment désolé. Hein. Mais cette scène post-générique, je crois que c'est l'une des pire scène post-générique de tout Marvel, mais sans déconner, celle-là, c'est un calvaire de mise en scène, de compréhension et de logique. Néanmoins, j'adore Tom Hardy et j'aime beaucoup Venom. Donc je suis content de me dire que je vais avoir un troisième film avec eux. Par contre, j'aime pas Tom Holland. Enfin, j'aime pas le Spider-Man de Tom Holland. Donc je suis pas content de les voir ensemble. Et les amis, on passe tout de suite au prochain film. Barbac. Il n'y a que des pouces en l'air. Je vous le dis, les 4 films, les 4 je les ai aimés. Barbac. Un film
réalisé par le petit Fabrice Eboué avec, en rôle titre, Fabrice Eboué et Marina Foïs. Je repense à ce putain de film et j'ai juste envie de dire que c'est un film, mais vraiment, c'est un film de génie. Tout simplement, c'est un film de génie. Que nous raconte l'histoire de Barbac? Franchement, la vérité, allez voir Barbac. Franchement, j'ai chialé de rire, c'est peut-être l'une de mes comédies préférées. Elle est devenue culte à l'instant où je l'ai vue. Cette comédie, mais franchement, elle est monstrueuse. Putain, j'ai envie de repleurer de rire. Enfin, franchement, j'ai chialé de rire devant ce film. Pour vous résumer rapidement Barbac avant que je ne divague une fois de plus. Barbac, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis tout de suite. Ça raconte l'histoire justement donc, du personnage de Marina Foïs et de Fabrice Eboué qui sont un couple de charcutiers qui tiennent une charcuterie. Donc elle est plutôt à la caisse vendeuse à faire les emballages et lui est vraiment le pur charcutier qui va découper, travailler sa viande la nuit dans sa réserve et la journée bien la découper, etc. Et on va dire qu'on est sur un charcutier pour lui assez traditionnel. C'est-à-dire que lui, il veut vendre des bons produits, de la bonne viande. Le seul problème, c'est que forcément, il la vend un peu cher. Il met du temps à la préparer. Il n'en a pas en énorme quantité. Et à côté, on a tout un début du film où en fait, il a comme meilleur ami un autre couple. Ils ont comme meilleur ami un autre couple où eux sont aussi charcutiers. Sauf qu'en fait, ils vendent de la viande, on va dire entre guillemets bas de gamme, qui se vend dans des gros emballages plastiques bien remis, qui sortent d'usine. Le gars, il a ouvert sa 4e usine. La seule différence, c'est que eux qui préparent de la bonne viande, donc le couple de Marina Foïs et Fabrice Eboué, on peut voir pas d'argent, très peu de liquidité, pas de moyens à côté, alors que les autres, ils explosent leur portefeuille avec l'ouverture de leur 4e usine pro-viande, etc. machin, alors que c'est du bas de gamme. Et il y a un peu ce combat idéologique au début du film. Puis, un petit élément déclencheur et pas des moindres, un groupe d'extrémistes, alors c'est pas écolo, c'est vegan, voilà, un groupe extrémiste de vegan, donc déguisés avec des masques de cochons, poules, etc., enfin d'animaux, attaque justement la charcuterie de Marina Foïs et de Fabrice Eboué en fin de journée, leur balance du sang à la gueule et casse quasiment toute la charcuterie. Ce qui fait que financièrement, ils se retrouvent dans la merde, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de réparer et de remettre en forme leur charcuterie. Et en fait, par le fruit du hasard, ils vont rencontrer en vélo, eux sont en voiture, mais ils vont rencontrer en vélo l'un des extrémistes véganes qui ont attaqué leur boucherie. Et lui qui conduit, le personnage de Fabrice Eboué, va vouloir se venger en le poussant en vélo. Et il va tout simplement l'écraser et le tuer. Ils vont mettre le corps dans la camionnette et ils vont se poser la question de comment on fait pour cacher le corps. Ils se disent, la meilleure idée, c'est de le découper en morceaux et de balancer chaque morceau un peu partout dans la ville. Comme ça, ils ne sauront pas comment il a été tué, etc. Ils ont balancé le vélo dans l'eau. Et lui, donc, il va passer la nuit à découper le corps donc, dans une scène qui est à mourir de rire. Vraiment, elle est trop drôle avec leur chien. Oh, putain, les scènes avec son chien, mais... Putain, je repense aux scènes avec le chien. Non, franchement, le film, il est incroyable. La vérité, le film, il est incroyable, les amis. Et du coup, passant la nuit à découper le corps de ce vegan extrémiste, le personnage de Fabrice Eboué ne se réveille pas le matin pour ouvrir la charcuterie et Marina Foïs va prendre un jambon situé dans la réserve qui était en fait un morceau du vegan et va le vendre aux clients. Et en fait, les clients vont devenir amoureux de la viande. Mais amoureux à un point où leur charcuterie va passer de quasiment aucun client à la journée à des dizaines de clients dans l'heure. À ne même pas, à un moment, en fait, tout simplement, ne plus avoir de viande. Et en fait, ils vont devenir des tueurs à gages pour vendre de la viande humaine. C'est en gros ça le pitch du film. J'ai vraiment mis du temps à vous l'expliquer. Tout simplement déjà parce que ça me fait marrer. Mais surtout parce que ils vont se mettre en fait à tuer des véganes en considérant que les véganes sont la meilleure viande humaine possible. C'est sorti de nulle part, mais c'est vraiment à mourir de rire. Et en fait, là où justement on pourrait voir un film un petit peu anti-vegan, pro-viande, pro-chasse, etc. En fait, le film va justement retourner la chose et ils vont se retrouver, les deux personnages, j'irai pas plus loin dans les spoilers, hein, mais c'est juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche, ils vont se retrouver justement en cherchant des véganes à tuer dans des groupes extrémistes de véganes.
Et ils vont se mettre eux-mêmes à défendre la cause végane en étant charcutiers. Donc là, les causes animales, écologiques, idéologiques. Aussi avec les personnages de leur fille et du copain de leur fille. Et en fait, il y a vraiment tout un sujet sociétal et environnemental autour justement de la viande, de la surconsommation de la viande qu'on a actuellement, qu'on soit pour ou contre. La question ne se pose pas. Le film va prendre les deux revers de chaque médaille. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ce couple de charcutiers qui ne surconsomment pas, qui ne tuent pas trop d'animaux, qui vendent juste assez de viande pour faire plaisir à leur clientèle, face justement, revers de la médaille, aux grosses industries qui tuent des bêtes dans des conditions ignobles, et il faut employer le terme dans des conditions ignobles, pour faire de la surconsommation animale, pour vendre plus que le besoin. Et inversement, on va avoir le point de vue des véganes et des extrémistes véganes. Si vous avez la possibilité de voir Barbac, allez-y. En tout cas, pour ceux qui l'ont vu, les amis, sur YouTube ou sur Twitch, je vois qu'Ultra Stupidus, tu nous parles d'un film qui ressemble, mais j'ai cru comprendre que tu n'avais pas vu Barbac du coup. Pour ceux qui n'ont pas vu Barbac, foncez voir Barbac. C'est vraiment un excellent film français, une excellente comédie, une satire un petit peu. C'est vraiment une satire sociale, une satire environnementale, une satire sociétale faite par Fabrice Eboué, extrêmement bien joué par les deux acteurs. On va passer au dernier film de la partie critique, et pas des moindres. Le dernier que j'ai vu très récemment, puisque je l'ai vu ce week-end, un film qui est tout juste sorti, Aline. Et Aline, oui, j'ai bien aimé. Aline, les amis, réalisé et interprété par Valérie Lemercier. Qu'est-ce qu'Aline ? Aline, c'est une parodie biographique de la vie de Céline Dion. Pour vous résumer très rapidement l'histoire, c'est extrêmement simple. On va prendre la naissance de Céline Dion, donc dans sa famille au fin fond du Canada où ils sont 13 frères et sœurs. Et le film met très bien en scène de manière humoristique le fait qu'ils soient 13 dans la famille avec les parents. La montée en puissance de Céline Dion, donc étant très très jeune, ses premiers gros plateaux télé, ses premiers moments où elle a percé en France, où elle a appris le français pour justement un petit peu évoluer par rapport à ses débuts, jusqu'à ses grandes percées comme par exemple My Heart Will Go On avec Titanic et son César, si je ne me trompe pas, son Oscar, putain je confonds toujours les deux, bref, son trophée, et ce jusqu'à la mort de son bien-aimé René, en tout cas appelé Guy, Jean-Guy, non, quelque chose comme ça dans le film, parce que tous les prénoms, donc voilà, Céline est devenue Aline, René, le mari feu décédé de Céline Dion, est nommé Jean-Guy, ouais, je crois, dans le film, quelque chose comme ça. Et en fait, le film va justement, malgré la carrière de Céline Dion, enfin de Aline, pardon, va tout simplement en fait tourner autour de sa relation avec René, nous montrer que l'âge n'est pas un problème, l'âge n'est qu'une différence parmi tant d'autres, parmi la taille, parmi le poids, parmi la couleur des cheveux, des yeux, de ce que vous voulez, de l'amour qui les a unis. C'est un hommage, ce film est un hommage à l'amour, à la relation entre Céline Dion et René, avec quand même des belles anecdotes sur la carrière de Céline Dion. Pour vous dire tout de suite, mon goût personnel à Céline Dion, je n'ai rien pour, je n'ai rien contre. Comme vous le savez, Titanic est l'un de mes films préférés, la musique est incroyable et c'est la seule chose que j'aime de Céline Dion. Les autres musiques qui sont plus connues, je pense par exemple à J'irai où tu iras ou des gros titres de ce genre, sont des musiques qui me transcendent pas, que j'ai peut-être trop entendues et du coup c'est pas ma tasse de thé, sans être quelque chose que je n'aime pas, c'est juste pas mon style, c'est pas ce que j'écoute. Et force est de constater que le film, c'est un grand oui. C'est une grande réussite. C'est un magnifique hommage à la carrière d'une chanteuse canadienne, franco-canadienne. Je ne sais pas si elle a du sang français. Non, je crois qu'elle est 100% canadienne. À une chanteuse canadienne. C'est un grand hommage à un amour quasi interdit. Parce qu'il faut le dire, hein, toute leur vie, ils auront connu les critiques sur leur écart d'âge, sur la naissance de leurs enfants, les difficultés qu'ils ont eu à leurs enfants. C'était un couple extrêmement médiatisé. Ils ont su aussi jouer avec, mais au début, c'était une grande peur pour eux. Une femme aussi qui a toujours réfléchi autour de sa famille,
que ce soit ses frères et sœurs au début, que ce soit son mari jusqu'à la fin et que ce soit ses enfants à partir du moment où elle aura réussi à en avoir, ses difficultés aussi à avoir ses enfants, les quelques petites anecdotes autour de certains concerts, de certaines tenues, voire même du fait qu'à la base elle ne voulait pas faire la musique de Titanic parce que le son ne l'enchantait pas et au final c'est ça qui l'aura fait encore plus grandir dans sa carrière. Et si je dois juste finir sur ce film avec l'interprétation, Valérie Lemercier est bluffante en Céline Dion. La scène enfant où il tente de faire un petit peu le style Le Hobbit, Seigneur des Anneaux avec rétrécissement de taille, on incorpore le visage sur le corps d'un enfant, on la met de dos, mise en scène, ça marche très très moyen. C'est plus drôle et ridicule que ça fonctionne, mais elle aura tenté. Voilà, on va dire que c'était une tentative, c'est un semi-échec parce que ça marche moyen. On voit que c'est une tête d'adulte sur un corps d'enfant, mais ça aura tenté, voilà, ou un rétrécissement de corps, on ne sait pas, mais ça marche moyen. On ne sent pas l'aspect 12 ans, on sent l'aspect 35 ans bizarre, un peu pervers. Mais pour le reste, dans les tenues de dos, dans les coiffures, dans l'interprétation, dans la voix, dans les paroles, elle a tout. Elle a toute Céline Dion, à part peut-être malheureusement ce qui lui aura manqué pour être chanteuse. La chanson, voilà, puisque ce n'est pas elle qui chante. Et là, je sais que ce film, autant les trois autres, je ne sais pas s'ils sont encore en salle. Je l'espère, en tout cas pour certains. Enfin non, pour tous en fait. Non, peut-être pas pour Venom. Mais pour Aline, je sais que ce film est en salle puisqu'il est sorti la semaine dernière. Et je vous conseille vraiment de foncer voir ce film. C'est un excellent film, un excellent biopic, une excellente interprétation de l'histoire d'une femme, d'un amour, d'une chanteuse, d'une star tout simplement. Et en tout cas les amis, dites-moi si vous avez vu Aline, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi tout simplement. Dites-moi, hein, je le répète, ce que vous pensez de ce nouveau design, de ce décor qu'on a autour de nous, voilà, ce petit décor, de ce que j'ai un petit peu mis en scène. Normalement une affiche arrivera ici, hein, très très prochainement les amis. Je vous dis pas de quoi, mais c'est un film que j'aime beaucoup. En tout cas les amis, mettez un pouce bleu, vraiment, ça ferait vraiment plaisir. Je sais que j'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo parce que normalement, si je ne me suis pas planté, je fais le 4 en 1. Donc vous aurez les 4 critiques en une seule vidéo. Donc vraiment les amis, mettez un pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, mes autres critiques des autres films, savoir ce que j'en ai pensé et à venir en live. Car à partir de maintenant, je vais passer sur la partie exclusive à Twitch. Et ce sera ça tous les lundis, je le répète, Ciné Soirée, l'émission 100% cinéma série. Tous les lundis de 21h à 22h30 les amis. Donc vraiment, soyez présents en live, quitte à arriver sur la deuxième partie si vous voulez voir les critiques plus tranquillement plus tard, mais vers 21h, entre 30 et 45, souvent se terminent les critiques. Pour voir la deuxième partie, venir sur le live. Mettez-moi un commentaire ce que vous avez pensé de chacun des films de cette critique, si je vous ai donné envie de les voir, s'il y a des choses que vous pensez qu'on peut améliorer, ce que vous avez aimé, parce que vraiment là c'est le retour, comme je l'ai dit sur Twitter, I'll be back. Et surtout n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch, à vous abonner en dessous sur YouTube, à venir vous abonner sur Twitter, le lien est normalement dans la description. Et en attendant les amis, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, regarder c'est bien, comprendre c'est mieux. C'était Guilain les amis et je vous dis à très très vite. Ciao.